plusieurs déposants fortunés sont venus réclamer leur or. La fin du jeu était proche. Une foule de gens, brandissant des chèques, se sont rassemblés devant les portes closes de la banque. Hélas, le banquier n'avait pas assez d'or pour couvrir tout l'argent papier qu'il avait émis. Pour la première fois, il y avait une ruée sur la banque. Et c'est un phénomène qui épouvante tous les banquiers. Ce phénomène de retrait massif a ruiné des banques individuelles et a endommagé la confiance du public envers les banquiers. Il aurait été simple alors d'interdire cette pratique de créer de l'argent à partir de zéro. Mais les immenses crédits offerts par les banquiers étaient devenus essentiels à l'expansion du commerce européen. La pratique a donc été légalisée et réglementée. Les banquiers ont accepté de respecter des limites sur les montants d'argent fictifs qu'ils pouvaient prêter. Mais ces montants fictifs restaient bien supérieurs à la valeur réelle de l'or déposé dans la chambre forte. Bien souvent, le taux était de 9 $ fictifs pour 1 $ en or. Des inspections surprises permettaient de faire respecter ces réglementations. Un arrangement a aussi été conclu. En cas de ruée sur une banque, les banques centrales soutiendraient les banques locales en leur prêtant de l'or. La bulle du crédit, créée par les banquiers, ne pourrait pas crever et le système ne pourrait pas s'effondrer, sauf s'il y avait beaucoup de ruées sur les banques en même temps. Petit à petit, le système de réserve fractionnelle, soutenu par une banque centrale, est devenu le système monétaire dominant dans le monde. Et la fraction d'or qui garantissait l'argent créé par le processus de dette est progressivement arrivée à zéro. La nature même de l'argent a changé. Autrefois, un dollar en papier était en fait un reçu avec lequel on pouvait réclamer un poids fixe d'or ou d'argent. Actuellement, un dollar papier ou un dollar numérique peut uniquement être échangé pour un autre dollar papier ou un autre dollar numérique. Autrefois, le crédit créé par une banque privée existait sous forme de billets de banque privée. Les gens avaient le droit de refuser ces billets, tout comme ils peuvent refuser un chèque personnel aujourd'hui. À présent, le crédit créé par une banque privée est légalement convertible en devises fiduciaires émises par le gouvernement, comme les dollars, les livres sterling ou les euros. Les devises fiduciaires sont des devises créées par un décret gouvernemental. Des lois en font la monnaie que les citoyens doivent accepter pour paiement. Alors la question subsiste. Si les gouvernements et les banques peuvent tout simplement créer de l'argent, combien y a-t-il d'argent dans le monde? Autrefois, le montant total d'argent était limité par les quantités physiques des éléments utilisés comme garantie. Par exemple, pour créer plus d'argent basé sur l'or, il fallait trouver davantage d'or. À présent, on crée vraiment l'argent à partir de dettes. Chaque fois que quelqu'un fait un emprunt à une banque, de l'argent est créé. Le montant total d'argent qu'il est possible de créer n'a qu'une seule limite réelle, le montant total de la dette. Les gouvernements placent une limite légale sur la création d'argent fictif, en imposant des règles sur les obligations de réserve fractionnelles. Mais ces obligations sont fondamentalement arbitraires. Elles varient d'un pays à un autre, d'une époque à une autre. Longtemps, il a été commun d'exiger que les banques aient au moins 1 $ en or, en réserve, pour garantir 10 $ d'argent-dette. Aujourd'hui, les ratios de réserve minimale ne s'appliquent plus du tout au rapport entre argent nouvellement créé et or en dépôt. Elles s'appliquent uniquement au rapport entre argent nouvellement créé et argent existant. Aujourd'hui,
Les réserves d'une banque sont faites de deux choses. Le montant en devise bien réel qu'elle a déposé à la banque centrale et le montant total de son argent dette. Petite illustration. Imaginons qu'une nouvelle banque vient de démarrer et qu'elle n'a pas encore de déposants. Mais ses investisseurs ont déjà fait un dépôt de réserve de 1111,12 $ en cash. Le ratio de réserve est de 9 pour 1. Étape numéro 1. La banque accueille son premier client pour un emprunt. Notre client a besoin de 10 000 $ pour une voiture d'occasion. Avec un ratio de 9 pour 1, la réserve déposée autorise la banque à créer légalement, comme par magie, 9 fois ce montant, soit 10 000 $. Ces 10 000 $ n'existent nulle part physiquement. C'est de l'argent nouveau, tout simplement versé au compte de l'emprunteur en tant que crédit. C'est de l'argent dette. L'emprunteur peut faire un chèque pour payer sa voiture. Étape numéro 2. La vendeuse de la voiture dépose les 10 000 $ d'argent nouveau à sa banque. Contrairement à l'argent déposé à la banque centrale, cet argent nouveau ne peut pas être multiplié par le ratio de réserve. Il doit être divisé par ce ratio. Avec le même ratio de 9 pour 1, il est donc possible de créer un nouveau prêt de 9 000 $ à partir du premier dépôt de 10 000 $. Étape numéro 3. Si ces 9 000 $ sont déposés par une troisième personne, à la même banque ou dans une autre banque, ils permettent légalement un troisième crédit bancaire, cette fois pour 8 100 $. Comme les poupées russes, qui s'emboîtent et deviennent toujours plus petites, chaque nouveau dépôt peut mener à un prêt toujours plus petit, et cette série décroissante est infinie. Par contre, si l'argent fictif créé par l'emprunt n'est pas déposé à la banque, le processus s'arrête. C'est la partie imprévisible du mécanisme de création de l'argent. Mais le plus probable, c'est qu'à chaque étape, le nouvel argent sera déposé à la banque et que le processus se répétera bien des fois, et que finalement, presque 100 000 $ d'argent nouveau sera créé. Tout cet argent nouveau est créé à partir du processus de dette uniquement. Et tout ce processus est légalement autorisé par le petit dépôt de réserve initial de 1111,12 $ qui demeure intouché à la Banque centrale. Autre facteur important. Avec ce système ingénieux, les registres de chacune des banques doivent montrer que la banque a 10% de plus en intérêt qu'en prêt. C'est donc un incitatif très fort pour une banque de solliciter des dépôts afin de pouvoir prêter davantage. Tout ceci crée l'idée fausse que l'argent vient des dépôts. À moins que chaque prêt successif ne soit déposé à la même banque, aucune banque ne peut prétendre avoir multiplié sa réserve initiale de presque 90 fois uniquement par des crédits bancaires. Mais il faut bien comprendre que le système bancaire est un circuit fermé. Un crédit créé dans une banque devient un dépôt dans une autre banque et vice-versa. En fin de compte, l'effet est grosso modo le même que si tout se passait dans une seule et même banque. En résumé, la réserve initiale d'un peu plus de 1111 $ à la Banque centrale permet de récolter des intérêts sur des sommes allant jusqu'à 100 000 $, que la banque n'a jamais eu. Ça vous semble absurde? Écoutez un peu. En quelques décennies, à cause du lobbying féroce des banques, les obligations de réserve ont quasiment disparu dans plusieurs pays. Et les ratios actuels de réserve peuvent être bien plus élevés que 9 pour 1. Pour certains types de comptes, 20 pour 1 et même 30 pour 1 sont tout à fait communs. Plus récemment encore, les banques ont trouvé le moyen de complètement contourner les obligations de réserve
en faisant payer des frais de dossier en plus du capital prêté. Alors, bien que les règles soient compliquées, la réalité est toute simple. Les banques peuvent créer autant d'argent qu'on est capable d'en emprunter.